Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que proposée par la presse. La nouvelle expression parle de tempête au Cameroun. Maurice Kamto revendique sa victoire. C'est le grand titre du journal. Dans un parcourant les journaux ce matin, on comprend que c'est au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé sous forte escorte policière, que le tireur de penalty a déclaré avoir marqué le but et gagné donc l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 sur la base des procès-verbaux. D'ailleurs, dans le camp de la force de l'expérience, les réactions vigoureuses se multiplient. Jean Cointé, par exemple, le secrétaire général du comité central du RDPC, parti de Paul Biya, met Kamto en garde. Gargaman a dit il ne s'agit pas de montrer donc l'intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux pour dire qu'on est le président. Issa Bakary, qui est le ministre de la Communication, si vous secouez donc la boîte de Pandore, vous trouverez toute la fermeté donc de l'État. Donc l'intégralité même de la déclaration du président autoproclamé à lire de la page 4 à la page 5 de la nouvelle expression de ce matin. Le même journal parle également de la présidentielle 2018, le jeu du qui paie gagne, c'est ce qu'on dit également dans le dossier de la page 6 à la page 7, zone anglophone, moins de 5% de votants, à lire également en page 9, et Yaïdea, la cité lumière, dans le noir, la localité qui a abrité justement qui abrite le premier barrage hydroélectrique construit au Cameroun, fait de plus en plus l'objet des coupures intempestives d'électricité. Illustration lors du dépouillement dimanche dernier en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Et puis le messager qui est dans les kiosques parle de présidentielle. Maurice Kamto revendique la victoire au cours d'une conférence de presse. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun a donc affirmé avoir gagné les élections. Aussi a-t-il invité le président sortant à trouver des conditions pacifiques pour éviter de plonger le pays dans une crise post-électorale. La réaction du RDPC également à lire dans le journal ce matin. En page 5, le journal parle également du scrutin du 7 octobre avec l'abstention record dans le nord-ouest, terrorisés par la situation sécuritaire alarmante. Les populations de cette région n'ont presque pas participé au vote. C'est ce qu'on lit en page 6 du journal Le Messager. Ouest Littoral parle des filouteries électorales. Monsieur Biya, ayez pitié de nous. C'est ce que dit le journal. Donc en page 4, tout le contenu. Vous aurez donc à lire. Le même journal parle aussi de santé avec les boissons énergisantes. Un danger pour le cœur. En page 7 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin également. Info Matin parle de Kamto qui joue avec le feu. Face à la presse hier à Yaoundé, le candidat du MRC s'est donc autoproclamé vainqueur en violation flagrante donc de la loi portant code électoral au Cameroun. Et en même temps, à la suite du journal, on parle de complot contre Biya. Jean Cointé accomplit sa mission. C'est en page 3 du journal l'Info Matin de ce matin. Et puis le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin s'intéresse à autre chose, parlant notamment de l'actualité, et comme vous allez d'ailleurs le constater, parle bien sûr de Maurice Kamto, autoproclamé vainqueur. La classe politique sort donc le carton rouge à Kamto. À lire dans le dossier de la page 10 à la page 11 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis toujours dans la presse, il y a mutation qui s'intéresse toujours à cette élection présidentielle. La saison des longs couteaux a commencé, c'est ce que dit le journal dans le même dossier proposé par le journal également. Le RDPC s'oppose donc à la violence, parlant donc d'Augustin Tamba qui réagit aussi dans le même journal, disponible dans les kiosques. Le quotidien Le Jour parle de la présidentielle. Maurice Kamto, j'ai marqué le penalty, c'est ce qu'il dit dans le numéro de ce matin. Le journal parle également des états-majors qui ont été donc sillonnés par le reporter de le quotidien Le Jour. Des jours après le vote, c'est à découvrir dans le journal. Et puis un rapport accablant sur la gestion de la Fédération camerounaise de football également à lire. Après le deal qui a été donc commandé par les responsables, c'est le quotidien Le Jour. Et puis le journal Camer Presse pose une question: qui gagnera la bataille des Bastillons? C'est une grosse question également à la une du journal, mais des explications également sont contenues dans le dossier proposé par le journal. On parle des finances également, la zone franque en conclave donc à Paris pour trouver des solutions aux problèmes de la question financière qui secoue bien entendu l'Afrique, à découvrir dans le journal Camer Presse de ce matin. Le quotidien Émergence qui est dans les kiosques parle de la présidentielle. Maurice Kamto proclame sa victoire. C'est à lire dans le journal avec des réactions également de Jean Cointé et bien entendu ses alliés du RDPC
qui sont également contenus dans le même journal, le même dossier proposé par le numéro d'émergence ce matin. Et on parle également de la razzia de Kamto dans la région de l'Ouest Cameroun lors du scrutin du 7 octobre dernier. Des sujets et bien d'autres à lire dans le même journal. Et puis le journal, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle donc de conjoncture. Le risque politique vire au rouge, c'est ce que dit le journal. C'est à la suite notamment des revendications de la victoire dans différents camps politiques, que ce soit du côté du RDPC ou alors de l'opposition. Tout cela contenu dans le journal ce matin. Le quotidien de l'économie aussi qui revient sur cette question avec d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Donald Brice Kamga, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à l'ensemble de ceux qui prennent le plaisir de nous suivre ce matin. Merci d'être là également ce jour. C'est le deuxième jour de la semaine, la deuxième édition de la revue des grandes unes. La presse revient sur le même sujet mais avec des traitements différents. On peut rester sur quelques titres ce matin parlant de la nouvelle expression qui parle de Maurice Kamto qui revendique sa victoire. Le Messager qui a le même titre, Maurice Kamto qui revendique la victoire, avec une légère différence entre sa victoire et la victoire. Donc vous comprenez bien qu'il y a quand même des traitements différents de ces sujets à travers les tabloïds ce matin. Mais il y a une petite nuance, mais il faut dire que c'est l'information qui fait la une de tous les journaux. C'est le fait du jour qui, depuis la nuit, parce que toutes les radios traitent de cette fracassante information depuis la nuit. Et évidemment, les tabloïds ne pouvaient qu'en parler ce matin. Maurice Kamto qui a convoqué un point de presse dans lequel il a annoncé tout simplement que lui, le tireur de pénalty, a marqué le but et que c'est déjà fait. Donc vous imaginez que au moment où on en est, beaucoup de personnes se disent que 48 heures après, on en est encore au comptage. Bon, si Maurice Kamto a annoncé sa propre victoire, sa victoire à lui, on se demande sur la base de quoi, de quels éléments. Peut-il dire qu'il avait des scrutateurs ou des observateurs partout à travers le Cameroun, au moment où les résultats ne sont pas encore centralisés? Bref, on se pose moult questions. Mais toujours est-il qu'il a mis les pieds dans le plat, il a lancé une information qui a suffi pour mettre le feu aux poudres, et bien entendu qui enflamme la une des journaux aujourd'hui. Voilà. Donc, dans son parcours, les tabloïds ce matin, il y a des réactions également du parti au pouvoir, le RDPC précisément, et quelques acteurs même de ce parti, et même de l'opposition aussi, puisqu'on a lu également Garga Manadi qui fait savoir qu'il ne s'agit pas de montrer l'intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux pour dire qu'on est le président. Oui, c'est une sortie qui suscite beaucoup de remous dans la classe politique. C'est un véritable tollé qu'on a observé hier à Yaoundé. Mais je voudrais convoquer l'article 137 du Code électoral 2012 qui dit « Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. » Alors l'acte de proclamation est un acte, le terme proclamation est un acte juridique. Ouais. On ne peut pas dire que Maurice Kamto a proclamé les résultats de l'élection présidentielle parce que pour proclamer, d'abord il faut avoir la qualité, ensuite il faut avoir les statistiques, c'est-à-dire le nombre de participation, le taux de participation, il faut avoir le nombre de bureaux de vote de personnes qui ont voté à travers le territoire national. Ce sont des chiffres qu'il n'a pas pu présenter hier à la presse. Disons que c'est un acte politique qui a été posé hier. La communication politique, on peut percevoir cet acte, on peut l'analyser comme une façon pour Maurice Kamto de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Est-ce que dire qu'on revendique la victoire, c'est pas tout comme ce que vous avez expliqué tout à l'heure? Non, revendiquer la victoire, c'est pas proclamer les résultats. Parce que si on veut l'attaquer sur le plan du droit, est-ce qu'il a violé le code électoral, la loi électorale? Il y a des réserves à émettre. La proclamation des résultats, comme il l'a dit, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique bien encadré. Or, lorsqu'il revendique la victoire, il a une présomption d'un politique sérieux. Sur quels éléments est-ce qu'il s'appuie pour dire qu'il a fait la mise lors de ce scrutin dimanche? Peut-être qu'il les a. Et en homme de droit et fin qu'il l'est, il n'a pas présenté le chiffre à Yaoundé. C'est en ce moment-là qu'on lui aurait mis en face de la loi. Même si sa sortie, évidemment, jette un trouble. On est d'accord là-dessus. Mais sur le plan purement légal, il est juriste.
il ne pouvait pas proclamer les résultats puisque c'est que le seul organe habilité à le faire, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Est-ce qu'on ne vit pas une autre étape, une autre phase en se mettant en avant, en faisant cette revendication de manière officielle? Il revendique sa victoire ou la victoire de toute façon. De toute façon, son geste est interprété de diverses manières. Il y en a qui pensent que c'est un geste de rupture, un geste de provocation ou bien un geste de pression. Bon, d'autres sont restés prudents, parmi lesquels même les candidats à l'élection présidentielle, parce que Joshua Ossou, aussi lui, il dit que de toutes les manières, lui, il attend, il est un peu trop tôt pour se prononcer, il ne peut rien dire du tout. Gagra Manadji, lui, a fait tout simplement dans une réaction vive, dans laquelle il dit que, bref, il a tenu des propos peu amènes à l'endroit de la posture du professeur Maurice Kamto. Mais on peut se poser des questions quand même sur ce professeur de droit qui sait très bien que la proclamation des résultats est encadrée par des textes bien précis de loi et que pour s'autoproclamer, on doit quand même... Alors, Brice Kanga vient de nous faire un rappel de mémoire, en tout cas, un président qui n'a pas... respecté la loi. Il n'a pas respecté. Il n'a pas dit qu'il est président, il ne s'est pas proclamé président de la République, mais il a dit qu'il revendique. Il a proclamé sa victoire. Il dit qu'il a gagné. Voilà. Il a gagné sur la base de quoi? Parce que Brice a bien dit, il a gagné sur la base de quoi? Sur la base de quels résultats? Sur la base de quelles statistiques? Sur la base de quels éléments? Comment on a dit c'est à travers les procès-verbaux qui lui sont parvenus. Bon, si lui, il a déjà ses procès-verbaux, c'est une très bonne chose. Mais seulement, ce qui est inquiétant, plutôt par contre, moi, ce qui m'a inquiété dans la suite de cette proclamation, c'est surtout son adresse au chef de l'État. Il dit que lui, de toutes les manières, il demande à M. Paul Biya de faire tout pour procéder à la passation de services entre lui et l'autre, et que pour qu'on évite une crise post-électorale. Et quand il agite la menace de la crise post-électorale, c'est ça qui inquiète déjà les Camerounais, parce que cette crise post-électorale, cela voudra dire quoi? Et bien évidemment, ceux qui ont les yeux dans le trou vont se dire que, peut-être que dès qu'il va faire ça, ces militants vont commencer à descendre dans la rue, vont commencer à brandir les cartes, nous avons gagné, et ça peut s'enflammer. Or, là aujourd'hui, les gens... Tout le Cameroun attend que les résultats soient proclamés par le seul organe qui est habilité à le faire. Le professeur Maurice Kamto, en prenant les devants et en proclamant sa victoire, on se demande bien pourquoi cela. Parce que lui, en tant que juriste, il sait très bien ce qu'il cherche et quelle est sa stratégie. Où est-ce qu'il va, en tout cas, il sait ce qu'il dit, et surtout avec la réaction du parti au pouvoir, la mise en garde également du ministre de l'administration territoriale. Oui, le ministre de la Communication qui a fait une sortie pour condamner, on ne pouvait pas attendre moins que ça du ministre de la Communication, qui lui-même s'est un peu amélioré la pédale lorsqu'il dit qu'on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans gagner le Grand Nord, et que dans le Grand Nord, le chef de l'État a une assise. Lorsque tu le dis, c'est aussi une façon de dire que eh bien, le chef de l'État est en tête. À partir de quels éléments, on le sait. Alors, toujours est-il que, comme je disais tout à l'heure, Maurice Kamto a une présomption, je dis bien présomption, d'homme politique sérieux. Je suppose que s'il a dit, il pourra avoir des éléments, qui lui sont parvenus, lesquels je n'en sais rien. Toujours est-il que il nous est revenu que le parti, le MRC avait couvert, en tout cas une bonne partie du territoire en termes de représentants dans les bureaux de vote. Est-ce qu'ils ont pu faire parvenir l'ensemble des procès-verbaux, en tout cas au moins la majorité des procès-verbaux au niveau de leur état-major à Yaoundé? On attend de voir. Mais il y a une chose... Est-ce que c'est pas la presse qui joue le jeu ce matin? Non, la presse rend les faits. J'observe évidemment en fonction de la ligne éditoriale que la presse rend compte de ce qui s'est dit hier. Il y a une chose importante qu'il faut préciser, c'est que la loi électorale, même si c'est une loi, d'accord, il faut la respecter, mais rappelons que même l'apartheid en Afrique du Sud était légal, parce que lorsqu'on dit 15 jours, que fait le Conseil constitutionnel en 15 jours? Pourquoi 15 jours pour proclamer le résultat? Nous interrogeons la loi parce que c'est une loi qui, à mon sens, crée des problèmes plus qu'elle n'en résout. En 2018, on ne peut pas comprendre logiquement que après un scrutin comme celui de dimanche, on attend 15 jours. Je rappelle qu'au Mali, on n'a pas attendu une semaine pour proclamer les résultats de la dernière présidentielle.
lorsqu'on le dit, c'est pour appeler les gens. On vous dira que le Mali n'est pas le Cameroun. Non, le Mali n'est pas le Cameroun, ça veut rien dire. Ce sont des histoires qu'on entend ça et là. C'est un pays africain de niveau de développement comparable à celui du Cameroun. Donc, on ne peut comparer des choses que si elles sont comparables. J'aurais pu prendre l'exemple du Brésil. Vous savez que la présidentielle s'est tenue le même jour qu'au Cameroun, le dimanche. Et le soir, on savait que le candidat de l'extrême droite a gagné au Brésil. Donc, j'ai pas voulu comparer un pays, le Cameroun à un pays plus développé ou un pays le Brésil est un pays émergent du BRICS. En plus, on devrait s'arrimer. Non, je voulais faire une précision. Justement, je voulais faire une précision. Cette loi de 2012, le code électoral, il est comme il est avec toutes ses imperfections. Il faut critiquer cette loi pour qu'elle soit améliorée. Je dis 15 jours, c'est trop. En 2018, pourquoi? Parce que depuis dimanche, vous recevez des chiffres. Moi, j'en reçois dans mon téléphone. Vous en recevez, j'imagine. L'ensemble des Camerounais, même la grand-mère du village, reçoit des statistiques. Certaines sont avérées, certaines sont... et chacun se fait une idée. Certaines sont plus ou moins justes, d'autres pas. Certaines peuvent être manipulées, d'autres pas. Alors, quoi qu'il en soit, avec la nouvelle technologie, aujourd'hui, on ne peut plus comprendre qu'on attend 15 jours pour proclamer des résultats en 2018. Ça crée plus de conflits parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsque les gens reçoivent, les militants des formations politiques, lorsqu'ils reçoivent les chiffres, ils se font déjà une idée de l'issue du scrutin. Si le moment venu, l'issue n'est pas celle à laquelle ils avaient pensé, ça crée plus de conflits. Très bien. Donc, il faut améliorer cette loi qui est perfectible. Très bien. Camille, est-ce qu'on va déjà à ce jeu, comme le journal de la Nouvelle Expression le dit, le qui paye gagne? Qui perd gagne, non, moi je dis que c'est une boutade qui est assez acrobatique, mais moi je reviens sur la comparaison de Brice. En fait, le Cameroun n'est pas le Mali, le Cameroun n'est pas le Brésil, mais seulement comparaison n'est pas raison. Moi je dis que ce n'est pas à l'analyse ou à la perception des résultats que l'on vous envoie par téléphone que vous pouvez vous faire une idée. Vous-même, vous avez dit, Brice, que ces résultats peuvent être manipulés, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux. Alors, vous savez bien qu'il y a eu des observateurs d'un jour. En tout cas, chacun est allé, on a autorisé, oui, ce qui est d'ailleurs... Mais les observateurs... C'est-à-dire être présent au moment du comptage. Les observateurs d'un jour ont cette possibilité d'être subjectifs. On est observateur d'un jour, mais on peut observer et dire ce que l'on voulait voir ou ce que l'on veut voir. C'est la preuve à la fin, parce que le téléphone, non, on a utilisé. Il n'y a rien à mystifier. Le téléphone n'est rien du tout. Le téléphone, vous l'avez dit, on peut le manipuler. Mais moi, je dis tout simplement que regardez la distance qu'il y a entre Kosseri et Marois. C'est-à-dire que pour faire venir les procès verbaux de Kosseri à Marois, Kosseri-Marois, c'est 305 km, mais on les fait en 12 heures. Alors imaginez, 12 heures. Quand on part, par exemple, de fin fond de Berthois, ou non pas de Berthois, beaucoup plus loin que Berthois, de Molondo, pour faire venir, parce que ce ne sont pas seulement des chiffres qu'on envoie par téléphone, mais il faut collecter et collationner tous les procès-verbaux. Moi, je pense que ça prend tout de même du temps. Et il faut tenir compte de cette réalité du terrain qui fait que non seulement nos routes sont en mauvais état, mais il faut absolument que ces procès-verbaux soient concentrés. Or, ce n'est pas en 12 heures, en 24 heures, en 48 heures. Je ne donne aucun blanc-seing à aider Cameroun, aux organismes chargés de collectionner tous ces procès-verbaux. Mais moi, je pense que 24 heures ou 48 heures, c'est un peu trop tôt pour annoncer une victoire, alors que nous sommes dans un pays où les choses vont assez. Alors, pendant qu'on attend qu'on achemine les procès-verbaux, il y a qu'on a déjà filmé, le procès-verbal lui-même, on a envoyé par WhatsApp ou Facebook et autres. Ça permet à l'équipe de campagne de pouvoir déjà avoir une idée précise de ce qui a été fait sur le terrain. Ne faisons pas comme si le Cameroun était un îlot. Le Cameroun ne vit pas hors du monde. Nous sommes en 2018. Je rappelle que je voudrais préciser que nous sommes en 2018. Les gens analysent l'élection présidentielle 2018 avec des données de 92, avec des données de 1900, je ne sais quoi. Nous sommes en 2018 et les jeunes ont investi la toile. Pour ne pas dire la population jusqu'à une certaine proportion. Les gens ont investi la toile et reçoivent des informations. Comme je disais tout à l'heure, avec toutes les précautions qu'il faut avoir par rapport à toutes les informations qu'on reçoit. Il faut savoir que les gens reçoivent ces informations et se font leur propre idée avant même que le gouvernement ne fasse une sortie pour démentir. Les gens ont déjà construit leur propre opinion de ce qui pourrait être la vérité. Donc, à partir du moment où il y a cet élément technologique qui va tellement vite. Vous parlez de Molondo tout à l'heure. À Molondo, il y a le téléphone. Sur la déclaration de Maurice Kamto, il y a justement que pendant le scrutin, il n'y avait pas de connexion Internet dans le Grand Nord de façon globale. Ou alors, elle n'était pas très bonne. Donc, il y a ces chiffres du Grand Nord qui restent attendus. Donc, est-ce que lui, il a pu avoir les statistiques du Grand Nord? Parce que le Grand Nord, quand même, c'est un bastion important. C'est le principal vivier électoral. L'extrême Nord seul, c'est
1 million, près de 200 000 inscrits. Même si il nous a revenu que le taux de participation n'était pas assez important cette année dans la région de l'extrême nord. Donc, si Moïse Kamto a eu accès à ces chiffres du Grand Nord, est-ce que ce sont des chiffres qui lui sont favorables? On attend de voir. Il n'a pas le droit de le faire, de publier ces chiffres. Et comme je disais, en tant que juriste, il n'a pas fait hier. Il serait mis en marche sur la loi. Alors, donc, il sait ce qu'il fait. Alors, le jeu, je posais la question à Camille Nélé, parlant de cette présidentielle 2018. Le jeu du qui perd gagne, c'est ce que la nouvelle expression tente de dire également. Pour la première fois, on a vu, au Cameroun, on a vu qu'il y a, avec l'avènement du multipartisme, donc le Cameroun qui a vécu une élection aussi différente, aussi particulière. Donc, une mobilisation aussi assez importante. Oui, c'est pour ça que je suis toujours surpris que les gens veulent nous ramener en 92. Ce n'est pas 92, ni 97, ni 2004, même pas 2011, même pas 2013. Il y a 2 ans ou 3 ans, la culture numérique qu'on a aujourd'hui au Cameroun, elle est tellement ancrée, évidemment, à une proportion qui reste à améliorer. Elle est tellement assez ancrée que on ne peut pas ne pas en tenir compte. On a eu interrogé des experts en TIC là-dessus qui estiment qu'aujourd'hui, il faut revoir, par exemple, la loi qui interdit aux médias de publier les tendances après un scrutin. Lorsque vous dites aux gens de ne pas publier les tendances, sur la toile, ça va tellement vite. Les gens publient. Quels sont les instruments légaux sur lesquels vous allez vous appuyer pour poursuivre les gens qui publient sur la toile? Au nom de quoi les médias ne doivent pas publier les tendances en 2018? Quelle est aussi, Brice, la fiabilité des chiffres publiés par la toile? Vous savez très bien que aussi bien on peut publier très vite, mais aussi bien on peut manipuler aussi. Je suis d'accord. Donc moi je dis donc qu'on ne peut donc pas prendre pour absolu des résultats qui sont balancés par Internet ou par marché, tout simplement parce qu'on peut les prendre, les manipuler comme on veut, les balancer. Or, le seul élément fiable d'évaluation, c'est les procès-verbaux eux-mêmes qui arrivent. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'on prenne, par exemple, des postes qui vous viennent de Moulvoudaï ou de Kousseri. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on les confronte aux procès-verbaux originaux eux-mêmes. C'est ce qui est important. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que ce qui se passe là aujourd'hui avec la proclamation, l'autoproclamation de professeur Moïse Kamto va certainement laisser des séquelles, mais seulement il ne faudrait pas que, parce que moi, ce que je vois derrière d'assez pernicieux et d'assez dangereux, c'est cette éventuelle menace de déstabilisation de la paix sociale. C'est pour ça que le rôle de la presse est important dans ce que Camille vient de dire. C'est-à-dire que il y a ce risque de manipulation, de désinformation qui est évidemment très grand sur la toile. D'où le rôle des médias. Il faut que les médias recoupent, que les médias comparent les procès-verbaux qui sont envoyés. Et lorsque vous interdisez aux médias de publier les tendances, ça crée plus de confusion. Il faut améliorer cette loi. Lorsque je dis, par exemple, je vais choisir 2 titres tout de suite. Je vous propose, par exemple, le titre d'Info Matin, comme toujours avec le feu. Par exemple, il y a Ouest Littoral qui dit filouterie électorale, Monsieur Billard, ayez pitié de nous. Alors, c'est pas exagéré un peu? Ce sont 2 journaux qui ont des tons qui sont connus. N'attendez pas autre chose d'Info Matin, qui a un positionnement éditorial connu de tous. N'attendez non plus autre chose de Ouest Littoral qui voit les choses d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, les faits sont là, on l'a dit. Ce que Moïse Kamto a fait, c'est un acte politique, c'est une communication politique. Vous savez que la Commission nationale de recensement général des votes entre en scène dès ce matin. Je ne sais pas si c'était dans son agenda de le faire, mais on peut quand même penser que la sortie de Moïse Kamto hier, peut-être... Mais on peut quand même comprendre que toutes les instances concernant le processus électoral sont en branle. Oui, je suis d'accord avec vous, Flavien. Vous savez que la loi prévoit que les antennes communales de l'ECAM ont 2 jours, 48 heures, à partir de la fermeture des bureaux de vote, à partir d'hier. Donc, les antennes communales ont jusqu'à ce soir pour envoyer leurs copies de procès-verbaux aux commissions départementales de supervision, qui ont, eux, je crois, 72 heures pour les envoyer à la commission nationale. Donc, si la commission nationale de recensement général de vote, qui est présidée par Émile Lessombert, le magistrat, je crois, s'est réunie dès ce matin. Ça signifie que les choses vont plus vite. Peut-être que prévu, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que cette sortie d'hier de Moïse Kamto, en attendant des éventuels recours, si jamais recours il va avoir. Évidemment, de toute façon, les partis politiques ont 72 heures pour introduire d'éventuels recours. 72 heures après la proclamation des résultats. 72 heures après la proclamation des résultats, parce que sinon, elles vont se baser sur quoi pour déposer leur recours? On proclame les résultats et ensuite ces partis politiques à ce moment-là vont exciper leurs revendications. Mais seulement moi je dis tout simplement que
au niveau des médias, vous venez de montrer, de médias, vous avez montré Informateur, dont la ligne éditoriale est connue. Vous avez parlé de Ouest Littoral, mais Ouest Littoral, c'est un journal qui fait beaucoup plus je dirais pas dans la provocation, mais dans le genre de l'esprit libre. C'est-à-dire on pourrait dire la même chose. On pourrait dire la même chose d'Infomatin. C'est-à-dire que s'il faut faire des appréciations personnelles. Tout à fait. Mais voilà. seulement quand, par exemple, moi, il y a un autre journal qui a dit qui a fait ressortir la mise en garde de M. Kouetté, qui dit que quand on ouvre la boîte de Pandore, il faut s'attendre à la fermeture d'État, parce que la déclaration de M. Kamto est en train de provoquer des réactions diverses. Mais ces réactions ne sont pas forcément rassurantes, ni pour la paix sociale, ni même pour l'avenir immédiat, parce que il faudrait pas que non plus que certaines personnes descendent dans la rue en disant nous avons gagné et que d'autres disent que non, c'est nous qui avons gagné, parce que vous avez aussi vu dans un autre journal M. Cabri Libi qui lui n'a pas dit qu'il a gagné, mais il a dit qu'il est l'élu, ce qui n'est pas loin de l'autre, de la déclaration de l'autre. Alors quand on va se retrouver avec plusieurs élus alors chacun trouve une expression pour qualifier sa position. Pour qualifier sa position. Bon, il y en a qui sont encore prudents, comme monsieur aussi, qui sont prudents, mais on a vu Cabri Libi dit je suis l'élu. Bon, il est clair que les candidats ne se valent pas. Il faut qu'on se le dise. Il est clair que les candidats ne se valent pas à cette élection présidentielle. Cabral Libi, sur le plan politique, comparé à Maurice Kamto ou à Joshua aussi, on peut dire qu'il est moins pesant sur le plan politique. Donc, ce qui fait que une sortie de Cabral ne peut pas être prise avec la même envergure. Alors, vous voyez que c'est tout. Pour ceux qui sont habitués aux statistiques, on le classe quand même 3e à cet niveau. Oui. Vous savez que la personnalité est un facteur important. Vous voyez que depuis qu'Abra Libi a fait sa sortie, il n'y a pas eu de réaction. Mais il a suffi d'un point de presse de Maurice Kamto à Yaoundé pour que le gouvernement soit en branle. Oui, c'est un élément qui permet d'apprécier le poids politique des uns et des autres. Oui, mais parce que Maurice Kamto a surtout dit que non, monsieur le président, monsieur bien, je vous garantis la sécurité, on ne fera rien du tout. Ce n'est pas seulement pour cela, ce n'est pas tellement là. Oui, c'est un autre élément. Oui. Parce que c'est un autre élément qui, lui, a suscité effectivement des réactions encore plus vives. Oui. Mais, et là, on apprend, selon bien entendu Cameroun Tribune, la classe politique sort le carton rouge. C'est à la suite notamment de la sortie aussi de Maurice Kamto. Bon, Cameroun Tribune reprend les sorties de Gaga Manadji, qui, sur le plan de la science politique, n'est pas un opposant. Pas son opposant. Oui, sur le plan de la science politique, il ne faut pas que les gens soient naïfs, il n'est pas un opposant sur le plan de la science politique, avec son positionnement par rapport au régime est très connu, ancien membre du gouvernement, qui a des positions très proches du gouvernement. On peut le classer parmi les pions du régime, comme qui dirait. Oh, pion, peut-être c'est négatif. Toujours est-il que il n'est pas un opposant au sens de Maurice Kamto ou je pourrais citer qui d'autre. Bref, il n'est pas un opposant pour moi. Voilà, donc Cameroun Tribune qui parle de la classe politique qui sort le carton rouge et Mutation dit la saison des longs couteaux. La saison de mutation fait bien de le dire. Vous savez, c'est une métaphore par rapport à un événement très grave qui s'était passé en Allemagne sous le régime hitlérien, la fameuse nuit des longs couteaux, où l'on a vu pratiquement toute la hiérarchie d'un parti politique se faire décimer sur instruction du Führer. Non, ça veut dire que mutation est en train de dire que ce qui se prépare aujourd'hui n'augure rien de bon et que les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre dans la violence. Cette violence, justement, que redoutent et les Camerounais, les observateurs, et nous tous d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas que l'on bascule dans des postures tellement irrédentistes que les uns ou les autres puissent sortir des longs couteaux demain ou après-demain. C'est ça qui fait peur aujourd'hui, parce que mutation est un peu plus prudent, mais le type de mutation met plutôt en garde contre d'éventuelles dérives. Est-ce que ça n'augure pas les lendemains sombres, le titre de mutation? Non, je pense que s'il fallait apprécier Mutation, le journal qui a fait le titre le plus froid, ce matin, la nuit des longs couteaux. Évidemment, il y a des éléments qui permettent de nourrir quelques appréhensions au regard de tout ce qui se passe. Mais le plus important, c'est que l'ensemble des éléments nous permettent de mieux construire notre jeune démocratie. Et comme je le disais, il est important de savoir que ce qui passait en 90 ne passe plus en 2018. N'importe quoi. Vous savez que qui a sur les membres de la Commission nationale au recensement du général de vote dont je parlais tout à l'heure, les membres du Conseil constitutionnel qui sont pour la plupart soit des anciens préfets ou des anciens gouverneurs, soit des anciens membres du RDPC. Si on était en Sahel, on pourrait faire la même analyse. Donc, c'est un appel à
la mise en place d'un cadre électoral consensuel et paisible qui permette d'avoir une compétition électorale saine et équitable. Alors, il y a un journal après Mutation qui parle de la saison de long couteau. Il y a un journal qui se pose une question. Qui gagnera la bataille des bastions? Oui. C'est Kamer Presse. La bataille des bastions, on imagine bien que Kamer Presse fait entre autres allusion au Grand Nord, comme il l'a dit, le Grand Nord qui est un bastion important. Ce sont les chiffres du Grand Nord qui restent attendus jusqu'ici. Comme je le disais, il n'y a pas eu d'accès à Internet dans ces trois régions, le Nord, l'extrême Nord et la Damawa pendant le scrutin. Une fois qu'on aura ces chiffres, on pourrait se faire une meilleure idée de ce qui s'est destiné, la courbe de la tendance dans les prochains jours. Alors, je vous pose la même question. Il faudrait d'abord commencer par connaître ces bastions. Quels sont les bastions? On sait très bien que le centre, le sud et l'est. Chacun tout de même. Le centre, le sud et l'est, c'est un bastion inexpugnable du RDPC. MRC, ainsi de suite. Oui, mais il est difficile d'établir les bastions du MRC aujourd'hui parce que le MRC est un parti naissant. Et naissant, il est très peu représenté au niveau des institutions. Et il fait sa première grande élection. Alors, son bastion, on ne l'évaluera que après les résultats d'élection. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que il a son bastion, c'est l'ouest, c'est le littoral, c'est le centre, c'est le nord, c'est l'extrême nord. Non. Moi, je pense qu'il y a des bastions qui sont connus. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on estimait que le nord-ouest et le sud-ouest, et peut-être une partie de l'ouest, étaient des bastions du SDF. Ce qui s'avère faux aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ces bastions-là, ce qu'on appelle bastion aujourd'hui, il faut comprendre que ce terme de bastion est à reconsidérer aujourd'hui avec tous les remous qu'il y a eu ces derniers temps et toutes les nouvelles entrées dans la scène politique qui font qu'on ne peut pas parler de bastion inexpérimenté parce que vous savez très bien que vous avez lu, par exemple, dans certains journaux avant l'élection, que certains arrondissements ou certains départements, par exemple, du centre, disaient non à Paul Biya, hein, ou du sud, disaient non à Paul Biya, ou à Yaoundé même. Mais est-ce que cela enlève-t-il le fait que cette région, toute cette région soit constituée comme un bastion du RDPC? Donc, la bataille des bastions, la question est bien posée. Moi, je l'aime bien, j'ai beaucoup aimé cette question parce que les gens pensent qu'ils doivent reposer leur succès sur justement le caractère de présence dans ces bastions-là. Mais quels sont les nouveaux bastions aujourd'hui? Je voudrais dire à la suite de Camille que justement le concept de bastion dans le contexte politique actuel au Cameroun est à relativiser parce que comme Camille l'a dit, le nord-est et le sud-est étaient considérés comme le bastion du SDF. La crise anglophone a chamboulé tout. Le Grand Nord, vous savez que l'opposition a fait une assez bonne campagne dans les régions du nord, de la Damawa et de l'extrême nord. Et donc, et en 2018, avec Boko Haram qui a eu là-bas, avec l'insécurité alimentaire, ce sont des facteurs qui vont forcément influencer les idées ont changé, oui, et même des aspirations. Ce sont des éléments nouveaux, avec surtout les nouveaux acteurs. Cabral Libi, Maurice Kamto, Akere Mouna sont de nouveaux acteurs qui ont intégré la classe politique, qui ont intégré la scène politique en 2018 à l'occasion de cette présidentielle. Et ce sont des profils qui vont forcément influencer sur le découpage électoral et forcément contribuer à reconfigurer l'échiquier politique. Et il n'est pas exclu qu'on ait des surprises d'ici la fin de ce processus. Alors, donc c'est bien entendu Kamer Presse qui pose la question. Qui gagnera la bataille des bastions? La réponse est à lire dans le journal ce matin. Le quotidien du jour dit simplement que Maurice Kamto, j'ai marqué mon penalty. Oh, j'ai marqué le penalty. Ça, il faut le dire. Le penalty a été marqué. Ça, c'est selon lui. Bon, selon le journal. Il a dit qu'il a marqué le penalty. Bon, qui était le gardien? En tout cas. le penalty, c'est le tireur de penalty. C'est ainsi qu'il s'est défini pendant la campagne électorale. C'est qu'il a marqué le penalty. Il suppose qu'il a gagné le scrutin. Mais il faut attendre 15 jours regrettables. Pour la proclamation des résultats. Ou avant 15 jours, puisque 15 jours c'est le délai maximum. D'accord. Alors, autre chose, le Messager de ce matin parle du scrutin du 7 octobre avec l'abstention record dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, l'organisation sereine du scrutin dans les deux régions anglophones, c'était l'un des principaux, sinon le principal défi du gouvernement, des pouvoirs publics pour ce scrutin de dimanche. Il nous est revenu que dans des régions comme le sud-ouest, il y a eu des localités, tout comme dans le nord-ouest, des localités où il y avait moins de 10 personnes qui ont effectivement exprimé leur suffrage
en raison du contexte sécuritaire que l'on sait dans ces deux régions-là, c'est... Alors, la nouvelle expression évalue tout cela à 5%. Oui, 5%. Je crois que le chiffre a été avancé par un chercheur de Crisis Group rencontré par la nouvelle expression. C'est une ONG qui a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences que la crise anglophone pourrait avoir sur le déroulement de la présidentielle bien avant ce scrutin. Oui, mais vous savez, moi, les analyses de Crisis Group, je ne les trouve pas toujours très fiables parce que c'est la plupart du temps des analyses assez tirées par les cheveux. 5%, je ne pense pas. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a quand même eu vote à Bamenda, il y a eu vote à Bréa, il y a eu vote dans certaines villes où la présence des forces de défense. Justement, mais on ne peut pas le dire. Mais lui, Crisis Group, il a fait le tour en un jour. Moi, il ne faut pas exagérer. Moi, je dis qu'il y a eu une abstention record, ça je le reconnais, et l'abstention record, l'État et les camps ont tout fait pour qu'il y ait quand même élection. Il y a quand même élection, sachant très bien que cette élection était déjà grivée par la menace des séparatistes. D'ailleurs, on entendait des coups de feu du côté de Bamenda, ce qui n'a fait qu'accentuer la terreur des populations. Mais toujours est-il que les gens n'ont pas pu voter, n'ont même pas voté à 10%, voire 15%. Mais toujours est-il que c'est à cause de cette crise anglophone. Et ça, c'était le but des terroristes, c'était le but de ceux qui voulaient empêcher même la tenue de l'élection dans ces zones-là. Mais il y a quand même eu élection. Donc, moi, je ne peux pas dire que nous devons nous féliciter du fait qu'il y a eu quand même élection. Non, il n'y a pas eu élection, effectivement, parce que, à cause de la crise que l'on connaît. Mais cependant, l'État a tout de même démontré qu'il avait encore la capacité de pouvoir organiser des élections dans ces régions-là. Moi, je pense que c'est le plus important. On ne peut pas non plus commencer à mésestimer le fait qu'il y ait eu quand même élection dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. L'un des éléments importants pour l'appréciation d'un scrutin, c'est le taux de participation. Vous savez qu'en 2011, on était à 62%, 62,82%, je crois, j'espère que ma mémoire ne me joue pas un mauvais tour. C'est un élément important. Le taux de participation à un scrutin, c'est un élément important qui permet de mesurer la crédibilité d'un scrutin. Donc, on ne peut pas négliger le fait que les gens ne soient pas rendus aux urnes pour choisir leur chef d'État. C'est l'un des moments les plus exaltants dans la vie d'une nation que de choisir son chef d'État. Mais moi, je vais poser une question. Si, par exemple, le taux de participation dans tout le Cameroun, malgré la presque dizaine de candidats, n'avait été, par exemple, que de 40%, vous avez dit que cette élection ne vaut rien. Il y a eu élection. Il y a eu un taux de participation, mais toujours est-il que ce taux de participation ne signifie pas tout simplement que... Mais quand même, Camille, s'il y a un taux de participation de 20% pour tout le Cameroun, est-ce que c'est ça? Il y a problème. Justement, c'est la raison, je pense que c'est... Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais seulement... 5% quand même. Mais nous devons comprendre aussi le fort taux d'abstention du sud et du nord-ouest. C'est-à-dire que ne pas seulement nous dire qu'on dit qu'on doit savoir que c'est cela. Alors, il y a cette crise sécuritaire qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais dans le reste des autres régions, il y a la méfiance vis-à-vis du processus électoral. C'est-à-dire qu'il y en a qui estiment que le jeu est fait d'avance. Il y en a qui estiment que les acteurs ne sont pas assez sérieux. Bref, cet ensemble de facteurs font que le processus électoral, la crédibilité du processus électoral n'est pas encore à son optimum. Il est important d'y travailler. Et vous avez posé la question tout à l'heure à Camille. Si on a un taux de 20% au Cameroun, de taux de participation de 20%, ça rend moins légitime celui qui sera élu. Voilà, donc on comprend également qu'il faut s'appuyer sur ce plan, ce volet aussi qui semble important. En même temps, puisque vous avez évoqué quelques couacs qui ont amené à certaines personnes à ne pas s'intéresser au processus, je voudrais dire à aller aux urnes. On a également noté quelques irrégularités selon le journal Émergence qui fait savoir que beaucoup de choses n'ont pas pu marcher sur les listes électorales. Les noms n'étaient pas classés par ordre alphabétique. Les achats de conscience n'existaient pas. Et en même temps, des décédés dont les noms se retrouver encore sur ces différentes listes aussi. Oui, ce sont des éléments à prendre en compte. Il ne faut pas prendre les critiques comme étant une volonté de nuire. Non, c'est ça qui dérange au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous critiquez, on se dit que vous êtes contre le gouvernement ou que vous avez des intérêts, vous êtes de mèche avec une ONG, je ne sais pas trop. Crisis Group dont on parlait tout à l'heure a fait un rapport, je crois l'an dernier, projetant les conséquences que la crise anglophone pourrait avoir sur la situation politique, sur la vie politique au Cameroun, en indiquant que on courait vers une insurrection armée dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. À l'époque, le gouvernement avait voie l'hégémonie carrément, c'était estimé que le ministre de la Communication a chassé Crisis Group du Cameroun. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Donc, il ne faut pas toujours prendre les rapports comme étant des volontés de nuire à un pays. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand Crisis Group faisait état de cette éventualité. Ce sont des lanceurs d'alerte. Non, cette éventualité, ce n'était pas par rapport aux séparatistes. C'était par rapport aux frustrations qui étaient déjà observées sur le plan des revendications séparatistes. Crisis Group n'a pas vu venir les séparatistes. Vous comprenez? Et Crisis Group, pendant l'expression des séparatistes, a été l'une de ces ONG qui parlait justement du massacre des populations par les militaires. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire attention. Le Crisis n'a jamais particulièrement fait ressortir le fait que le fait du massacre de ces ONG sur les populations et sur les militaires. Alors on voit bien que quand ça commence, il y a toujours des extrêmes. Il y a des extrêmes. Et voilà que ça. Mais c'est pour ça que ces extrêmes, il faut les juger, il faut les apprécier, les appréhender avec froideur, pas avec une certaine volonté uniquement de faire le buzz. Hein? Oui. Flavia, en un seul mot, l'analyse parcellaire des rapports internationaux ne nous arrange pas. Vous savez qu'il y a un rapport de Amnesty International qui avait été pendu sur la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord. Le gouvernement avait mis en place une commission au ministère de la Défense pour proposer une contre-enquête. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours cette contre-enquête. Très bien. Merci à vous, Donatrice. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Camille, merci également. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À vous également. Merci d'avoir été nombreux à suivre davantage de ce programme. Demain, nous serons encore sur ce plateau pour débattre des sujets traités par la presse. Bonne journée à tous. Au revoir.